On n'est pas radin, on est simplement économe. Le produit, vous l'avez acheté au prix du kilo, hein, ça change rien. Dans ce que vous allez acheter, vous pesez 1 kilo de pommes, 1 kilo d'épluchures de pommes, vous faites au prix que ça coûte, vous allez jeter des euros à la poubelle. Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Je suis Brieux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve à Longjumeau, dans l'Essonne. Je suis avec Jean Terlon, qui est chef cuisinier au restaurant Le Saint-Pierre. Déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, on est là pour parler d'alimentation, de restauration et plus particulièrement de gaspillage et d'anti-gaspi. Donc, est-ce que, avant d'en revenir à parler de ces sujets, vous pourriez vous présenter ? Eh bien, donc, je suis artisan, cuisinier, restaurateur. J'amplifie avec artisan parce que c'est assez récent et c'est un combat que nous avons mené et que nous avons gagné puisque les cuisiniers n'étaient pas dans le registre des artisans. Donc, maintenant, on est artisan, cuisinier, donc ça disque D, et restaurateur, c'est-à-dire j'ai ma propre entreprise, mon propre restaurant. Et je fais ce métier-là depuis tout petit avec ma mère et ma grand-mère, pas d'une manière familiale, on va dire. Ce qui est la base de la cuisine, c'est-à-dire la cuisine familiale, qui débouche éventuellement sur des métiers. La cuisine ou la salle, par exemple, c'était ma génération. Donc, moi, je fais la cuisine professionnelle, on va dire, avec un apprentissage à partir de 14-15 ans. Et je fais ce métier-là et j'en ai 60. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes chef cuisinier au Saint-Pierre, qui voilà. vous appartient également. Voilà. Donc, chef cuisinier, propriétaire du restaurant Saint-Pierre. D'accord. Vous êtes également, je crois, vice-président de l'UMIH, oui, c'est ça. Qui est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Tout à fait. Donc, je suis vice-président de la branche de la restauration, parce qu'il y a plusieurs branches, hôtellerie, restauration et ainsi de suite. D'accord. Super. Alors, du coup, vous avez récemment participé à l'édition d'un livre de recettes anti-gaspi qui a été, entre autres, je crois, initié du coup par l'UMIH. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, sur le livre, et comment vous en êtes arrivé à... Eh bien, dans le syndicat patronal qui est donc l'UMI, nous avons différents sujets, dont celui du gaspillage alimentaire et en général du gaspillage tout court dans les restaurants, dans les hôtels et restaurants. Donc, on en est amené, on a fait des éditions de bonnes pratiques, un livret de bonnes pratiques pour les restaurateurs et les hôteliers. Et puis, on est arrivé à une idée de faire un livre sur des recettes de ce que l'on peut pratiquer comme anti-gaspi dans nos cuisines. Et l'anti-gaspi, c'est très simple, il suffit de faire sa cuisine à 100% et d'avoir des références et une pratique de la cuisine assez ancienne. À une époque, comme disait ma grand-mère, où t'as pas connu la guerre, c'est-à-dire que pourquoi jeter un aliment sain alors qu'il peut être tout à fait mangé, il suffit simplement de savoir le cuisiner. Donc c'est pour ça que la cuisine, ce n'est pas que des recettes, c'est une pratique générale de la manière de faire de la cuisine. Donc avant de jeter et d'ouvrir la poubelle, il faut savoir ce qu'on va faire de ce que l'on a devant nous, et voilà, tout simplement de la réflexion de bon sens. Et du coup, donc c'est un livre dans lequel vous sensibilisez à cette notion de gaspillage, et également vous donnez des recettes et des tips, parce que vous dites voilà. C'est pas que des recettes, mais du coup, je suppose qu'il y a les deux, quoi. Donc j'ai demandé à mon ami Thierry Marx de parrainer la première édition. On a une deuxième édition qui va arriver, qui va se préparer, puisqu'on a l'intention de faire des thèmes et éventuellement de lancer, parce que c'est comme un ouvrage qui a été vendu à 2200 exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Il y a eu donc un succès, on va dire, pour un petit livret assez simple d'utilisation. Et chaque chef de l'UMI, qui est adhérent à l'UMI en premier lieu, bien sûr, on leur a demandé chacun une recette qui exprimait ça. Et comme Thierry Marx est très engagé sur les gaspillages alimentaires, et que c'est un ami, il a fait ça bien gracieusement et bien gentiment de parrainer, ainsi que Régis Marcon, qui a aussi
participé aussi à la version. Donc il y avait aussi expliquer sa démarche sur le gaspillage alimentaire, qui est pas juste une mode, mais qui est quand même très important et qu'on a besoin de se réapproprier dans les restaurants. Donc du coup, vous dites que c'est pas juste une mode. Je suppose que vous, dans votre métier, c'est quelque chose que vous appliquez depuis toujours, cette notion d'anti-gaspi, depuis toujours. Est-ce que vous récupérez, vous utilisez l'ensemble des produits? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé récemment ou petit à petit ou... Non, c'est une pratique naturelle quand on fait la cuisine. Alors on peut le pousser très loin, comme fait Thierry Marx, sur des expériences. Par exemple, un truc très poussé, les épluchures de pommes de terre, une fois desséchées, pulvérisées, ça revient à utiliser du sel. Donc ça devient des expériences très pointues. Donc ça veut dire qu'on peut faire... il démontre, après, faut le mettre en pratique, hein, mais du quotidien, tout simplement... c'est quelque chose qui se fait naturellement quand on fait la cuisine, parce que la priorité dans un restaurant, c'est quand même d'être rentable, et que de remplir les poubelles, c'est pas rentable. Hein. Donc forcément, travailler un produit jusqu'au bout, éviter d'éplucher n'importe comment les légumes, éviter de jeter des épluchures propres, entre guillemets, c'est-à-dire quand vous taillez des légumes, vous avez la première épluchure qui, elle, est déjà, bon, on va dire, la seule jetable, mais après, si vous taillez des légumes, par exemple, vous avez un amas de légumes, comme disait Coluche, l'artichaut est un vrai plat de pauvre, il y en a plus à la fin qu'au début qu'on les mangeait. Donc un peu dans cette idée-là, on réfléchit parce que c'est comme des images qui font qu'on voit bien ça tous les jours dans la cuisine. Donc simplement faire ce que l'on sait faire, c'est-à-dire de la cuisine. Et on m'a toujours appris que la cuisine, le plus dur, c'était l'art et la manière d'accommoder les restes. Ouais. Et effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une génération de gens qui n'a pas connu la difficulté de se nourrir, de trouver des aliments très facilement, peu chers ou plus ou moins chers, mais au moins c'est facile de manger. Il y a des époques où ça a été beaucoup plus difficile, donc les gens ont habitué à faire attention. Donc j'avais une grand-mère qui, même si elle avait plus faim, elle aurait fini son assiette parce qu'elle avait effectivement connu beaucoup de difficultés. Donc cette génération-là qui est la mienne, on a été élevés dans... ne pas jeter pour jeter, on donnait à manger les restes aux chiens, on n'achetait pas des croquettes. Voilà, c'est tout un état général, hein. C'est une culture générale qu'on a eue et que l'on met en pratique en cuisine parce que si on jette de trop, on perd de l'argent et si on perd de l'argent, on ne tient pas très longtemps. Donc il faut savoir... Alors ça, c'est ma génération. La génération qui n'a pas connu ça, effectivement, est plus sur des recettes. C'est-à-dire, on fait une recette, on fait sa recette, c'est joli, c'est tout beau. Et puis les épluchures, les parures, plutôt les parures, appelons-on plus ça des parures, que ce soit du poisson, de la viande, des légumes. Il y a des parures quand on veut faire un plat. Et ces parures-là, on peut les faire autrement. Et justement, ça permet de se creuser un peu la tête et avoir de l'imagination. C'est très facile de faire le plat beau. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets propres? Ce sont des déchets propres, hein, quand même. Ouais, donc là, ça évoque... Enfin, moi, ça m'évoque deux choses. La première, c'est la notion de créativité, mais ça, on pourra y revenir après. Mais avant ça, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que on va dire, cette notion de tout utiliser dans le produit, elle arrive... dès la préparation, dès l'achat des produits, en disant bon bah voilà, je sais que dans telle et telle chose, je peux tout récupérer. Alors ça se trouve, on peut tout récupérer dans tout, si c'est le cas. Tant mieux. Ouais, beaucoup. Ou est-ce que c'est uniquement une fois que vous avez les produits sous vos yeux que vous allez faire preuve justement de créativité, d'adaptation, ou est-ce que c'est plutôt dans l'achat et la conception? Il y a deux façons de faire la cuisine. L'inspiration, elle vient en faisant les courses des fois. Ouais. L'inspiration, elle vient en train de tailler quelque chose. On dit tiens, pourquoi je faisais pas ça? J'aurais dû le faire plus tôt. Pourquoi j'ai pas réutilisé ça plus tôt? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce qu'on réfléchit pas à savoir si on va tout pouvoir utiliser? On va tout utiliser. Vous prenez un saumon par exemple, vous enlevez les filets, mais sur un saumon c'est 50% de perte si vous faites pas attention. La tête, les arêtes, la queue, voilà, c'est presque aussi lourd que 50% que les filets. Donc il y a deux méthodes de faire. Soit vous incorporez à votre prix d'achat les déchets, et donc votre poisson vaut plus 10 € le kilo, mais il vaut 15 ou 20 € le kilo. Et puis vous faites le nombre de parts, vous les divisez, voilà, c'est un calcul très simple. L'autre solution, qui est plus créative, on va dire, c'est de cuire la tête et les arêtes du saumon, qui a beaucoup de viande. Il y a beaucoup de chair sur des arêtes de poisson, surtout sur des poissons comme ça, comme le saumon.
Et puis, vous pouvez en faire des rillettes, vous pouvez faire d'autres choses. Et de ce fait, vous pouvez proposer à des clients des tarifs plus attractifs parce que forcément, entre le beau morceau du cœur, du filet, du saumon et les morceaux qui sont aux alentours, on peut proposer différents menus à différents prix. Donc, il y a un intérêt aussi économique à proposer quelque chose de très bon, de frais. Le saumon, il est toujours bio, il est toujours label rouge, mais on a utilisé les viandes qui étaient autour des arêtes qu'on n'a pas pu enlever en dessous le filet. C'est ça, moi, pour le foie gras, qui est ma spécialité. Le foie gras, je me vois pas en train d'acheter 1 gramme de foie gras parce que forcément, on peut faire plein de choses. Parce qu'on a du matériel qui nous permet aussi de créer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, genre des blenders, des mixeurs très puissants, très rapides. Donc on voit bien qu'avec le foie gras de ma grand-mère et ce qu'on en fait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est vrai que les parures de foie gras, par exemple, qui sont même un produit qui vaut cher, parce que la parure, elle vaut le même prix que le produit fini, hein. Donc, soit on compte pareil. La parure de foie gras, pardon. Par exemple, vous faites 1 kilo de foie gras, vous allez mettre les belles tranches au client, puis vous avez forcément des entames, c'est-à-dire les 2 bouts du kilo de foie gras, et ceux-là sont pas présentables. Donc, comme elles sont pas présentables, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Moi, j'en fais de la chantilly de foie gras, j'en fais de la mousse, j'en fais. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça ? On peut faire des crèmes brûlées, on peut faire plein de choses avec tout ça. Et donc, on va utiliser pratiquement à 99% le foie gras qu'on a acheté. Et économiquement, c'est très intéressant. Puis toujours pareil, ça me permet de proposer une mousse de foie gras qui coûte moins cher quelque part que la tranche de foie gras, mais ça reste du foie gras. Après, c'est vrai que, et c'est souvent ce qui se passe quand on en vient à parler de ces questions-là, quoique le plastique qui est fait à base de pétrole, qui est l'or noir, on ne se pose pas la question, mais le foie gras, on va dire que c'est un produit de luxe. Du coup, peut-être que la question se pose de manière plus naturelle, en tout cas auprès du plus grand nombre, on va dire. Mais maintenant, ce que je trouve aussi super, c'est que un produit comme la pomme, pour vous, les pépins, le trognon et finalement l'ensemble du produit. La fameuse tarte. Oui. C'est ça. Oui, voilà, un jour, je me suis retrouvé devant l'image de ce que je disais tout à l'heure sur l'artichaut. C'est-à-dire, une fois qu'on avait épluché grâce à une petite machine toute bête où maintenant on épluche plus à la main ou très peu. Enfin, on épluche à la main, mais avec une machine manuelle on s'est retrouvé avec une bonne quantité de pommes parce que plutôt que d'enlever à l'économe que la pomme, l'économe c'est le couteau qui permet d'éplucher, on enlevait que la peau assez finement. Et là, avec cette machine, on enlève plus rapidement les choses, sauf qu'on enlève quelques millimètres de pomme en plus de la peau. Et donc, vous avez de la pomme. Et à un moment donné, vous avez ça, vous avez les trognons, qui est quand même assez conséquent, qui est quand même une partie, mis à part les pépins et juste le bout de la queue, c'est de la pomme. Et on se dit, finalement, un jour, on le met dans une casserole. Là, on n'a pas réfléchi. J'ai pris le tas d'épluchures de pommes, j'ai mis dans une casserole, j'ai mis un couvercle dessus, j'ai laissé dans le coin du piano. On a mis un peu de sucre, un peu de vinaigre de cidre pour corser. Et grâce à du matériel comme des mixeurs, des blenders très rapides, qui tournent très vite et très fort, on a tout pulvérisé. On s'est retrouvé devant une compote de pommes, un peu à l'improviste, sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'on faisait au départ. Mais on s'est dit, quand même, il y a une belle masse de pommes, là. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On s'est retrouvé avec une compote fine. Tout était pulvérisé. Il n'y avait aucun, si on voulait, éventuellement, pour encore la passer dans une passoire, pour être encore 10 fois plus fin. Mais globalement, comme ça, elle est mangeable, sans aucun problème. Et vous donnez ça à un gamin, plutôt que d'acheter une compote toute faite qui a plein de saloperies dedans. Vous avez une compote de pommes avec vraiment les déchets. Donc là, vous avez vraiment 0 déchet parce que vous faites votre tarte aux pommes avec la compote de pommes et les pommes que vous avez épluchées. Donc vous avez strictement 100% de aucun déchet. Donc c'est des constats. On se trouve devant un truc, on a un jour une idée qui passe par la tête, on se dit pourquoi pas, alors que j'ai dû jeter des quantités de pluches de pommes depuis très longtemps. Mais du coup, moi, ce qui me fait tilter, c'est le livre de recettes est un livre de recettes anti-gaspi, mais en fait, si tout est bon dans les produits que vous présentez, ce serait presque un livre de recettes qui inclut pas que la chair de la pomme, mais qui inclut également les pépins et qui inclut l'ensemble, et sans parler forcément de recettes anti-gaspi, mais ce serait juste des recettes avec des produits, et sauf que la démarche que vous avez, c'est de pas utiliser que la chair du saumon ou de la pomme, mais c'est d'utiliser l'ensemble du produit, quoi. Je sais pas si dans les livres de recettes de votre grand-mère... Non, il n'y avait pas, parce que ma grand-mère, il n'y avait pas besoin de se poser les questions, elle le faisait naturellement. Ouais. C'est ça, parce que c'était des gens économes. On n'est pas radin, on est simplement économe. C'est-à-dire, le produit, vous l'avez acheté au prix du kilo, ça change rien. Dans ce que vous allez acheter, vous pesez 1 kilo de pommes... 1 kilo d'épluchures de pommes, vous faites au prix que ça coûte, vous allez jeter des euros à la poubelle. Donc,
est-ce qu'on peut plutôt que de jeter, ce qui est l'acte le plus facile, est-ce que qu'une fois qu'on est face à un produit, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire avant de le jeter, est-ce qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en faire parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a une pratique professionnelle, on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire, on sait ce qu'on peut manger ou pas manger. On a les pépins, effectivement, ils sont dedans. Les pépins, c'est de la peptine. Hein. La peptine, c'est ce qu'on met dans les confitures pour les gélifier. Donc, une fois que c'est pulvérisé, on peut toujours se renseigner, savoir si c'est toxique ou pas. C'est pas toxique. La queue, c'est pas toxique. La peau de la pomme est pas toxique. Celle de la poire, un petit peu plus. Donc voilà, une fois qu'on sait tout ça, on sait qu'on peut faire ça. Et grâce à du matériel plus performant qu'avant, on peut faire des choses aujourd'hui extraordinaires. Des fours qui ont changé par rapport à mon apprentissage, du matériel qui a changé. Je veux dire, on voit bien qu'on peut faire plein de choses, mais plutôt que de faire des choses qui font du gaspillage, on peut se servir de ce matériel pour justement contrer le gaspillage. Parce que la pratique culinaire a changé des jeunes cuisiniers. Aujourd'hui, les jeunes cuisiniers n'ont sûrement pas ma pratique parce que ils ont un réflexe de manger, de jeter. Hein. Ça, c'est l'effet fast-food, c'est ça. Hein. On achète, on mange, on jette. Hein. Ce qu'on a pu, on jette les frites, on jette ci, on jette ça. Donc on a un réflexe de jeter assez rapidement. On est à 20 ou 25 kilos par personne par an de déchets, hein, par bêtise, hein, tout simplement on réfléchit pas et on jette. Oui, et puis ce que vous évoquiez avant, c'est aussi qu'on va, alors soit dans les livres de cuisine, si on est chez le particulier, qui va se rendre compte que dans sa recette de tarte aux pommes, on prend que la chair et du coup on prend pas c'est la logique, reste, oui. Voilà. Ou soit sinon, c'est comme vous parliez de protocole, bah voilà, cette recette est à base de ça. Du coup, j'irai pas chercher ce que je peux faire du reste, quoi. Oui. Donc, oui, bah un livre de cuisine, c'est un livre de recettes. Hein. Il vous dit pas qu'est-ce que vous allez faire de ceci, que vous allez faire de cela. Oui, c'est ça. C'est pas. Vous suivez la recette. C'est un peu le principe des émissions de cuisine. Hein. C'est-à-dire, on est là, on met des flashs sur la recette. On n'explique pas le métier, on n'explique pas les contraintes, on n'explique pas tout ça. Donc, on fait voir ce qui est beau, on fait voir ce qui brille, mais on fait pas voir ce qu'on va faire autour. Donc, c'est le même principe avec le gaspillage. Et du coup, je me demande. Donc là, vous êtes vraiment finalement en cuisine. Oui. Au niveau du restaurant, comment ça se passe du coup? Enfin, comment vous gérez cette notion de gaspillage? Parce que parfois, il y en a dans les assiettes, il y en a... Moi, je pratique donc une cuisine du Sud-Ouest. Donc, on a parlé du foie gras. Le cassoulet, qui est ce que les gens viennent manger chez moi. Ouais. On ne mange plus aussi, il faut aussi réfléchir, on ne mange plus comme avant. On mange plus les mêmes quantités qu'avant. Et un jour, m'est venue l'idée de faire un petit cassoulet. Et ce petit cassoulet, c'est 80% des ventes du cassoulet. Les gens, ils ont le cassoulet. On a réduit pas la quantité de viande globalement, mais on a surtout réduit la moitié de haricots. Puisqu'avant, on voyait aussi que les gens, au fur et à mesure, un cassoulet, ça pèse entre 800 et 850 grammes à manger, en haricots, viande, saucisses, on va tous les ingrédients qu'il y a dedans. Ça se mangeait il y a 10-15 ans assez facilement. Il y en a encore qui le mangent, hein, ça dépend ce qu'ils prennent une entrée ou pas une entrée. Mais celui qui veut manger un cassoulet sans excès, on s'est aperçu que ça marchait super bien. Donc, on peut réduire les portions, donc on peut réduire les coûts, donc on peut réduire les prix. Donc, il y a quand même un avantage de faire attention donc à ce qu'on met dans l'assiette, la quantité qu'on met dans l'assiette, les choses qu'on met dans les assiettes. Si on voit que le client, par exemple, quand je fais un confit de canard, je mets, il y a une pomme de terre macaire, il y a du ketchup de piquillos, il y a du confiture d'oignon, enfin on met des garnitures. On voit à un moment donné que les gens mangent pas ça, ils en veulent pas. Pourtant, moi j'adore, mais ils accrochent pas. Donc à quoi ça sert de le mettre? Au bout d'un moment, on change ou on met autre chose. On voit que les oignons, ça leur plaît pas, la confiture d'oignon, on plaît pas. Donc il faut regarder le retour des assiettes, c'est très important. Il faut toujours demander au client c'est pourquoi il a pas fini, soit il a plus faim, soit il a pas plu. Mais le gaspillage, c'est aussi effectivement à la sortie aussi, puisqu'il faut regarder si on n'a pas trop mis dans l'assiette, c'est pas trop important, parce que les gens mangent plus du tout comme avant. Avant, on pourrait mettre, on aurait pu mettre 100 grammes de foie gras ou 80 grammes de foie gras dans l'assiette. On est plutôt à 60-70 grammes, parce que les gens préfèrent manger peu mais bon. Déjà, c'est ce qu'il faut faire naturellement, manger peu et bon. Manger moins de viande mais de la bonne viande. Parce que ça sert à rien d'aller élever des bovins pour rien, pour faire uniquement du steak haché et remplir des restaurants qu'on en a besoin. Donc il faut réapprendre un peu tout ça. Et le gaspillage, ça passe aussi par ça, parce que les produits qu'on achète, ils ont demandé une certaine énergie, une consommation d'eau. Donc c'est une démarche quand même très globale de la fourche à la fourchette quand même. Hein. Ouais. Donc il faut se poser ces questions-là, que ces aliments ne viennent pas naturellement, il faut les élever, les faire pousser. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de l'engrais, on a mis pas d'engrais, on a mis des pesticides, on n'en a pas mis. Donc tout ça, c'est très important. C'est une démarche globale. Donc la fin,
du repas est important. Il faut rectifier en fonction de ce qu'on met. Donc, je vous dis, le petit cassoulet marche super bien. Les gens mangent un cassoulet, mais ils finissent l'assiette. Et après, pour éventuellement, enfin, ça, c'est peut-être, je sais pas, dans un futur proche ou dans vos objectifs ou quelque chose qui vous touche, que vous aimeriez améliorer, mais je sais pas, il reste des os dans une assiette ou ça, les os, on peut rien faire. Voilà. Alors, ou parfois, à moins qu'on trouve un jour un truc, mais... Oui, alors pour l'instant, vous n'avez pas la solution, en tout cas. On fait de la farine animale pour nourrir les bovins. Donc la farine animale, c'est les os. Mais alors du coup, justement, est-ce que là-dessus, ou je sais pas, est-ce que vous avez des invendus? Par exemple, il y a une récente start-up qui s'est lancée qui s'appelle Too Good To Go. Oui, je connais. Parler. Ouais. Est-ce que la question des invendus ou finalement où le gâchis peut être présent à d'autres endroits, c'est des choses qui... Alors ça dépend. Moi, j'ai suivi et je les ai rencontrés. Oui. Ça m'intéresse. On voulait faire quelque chose de plus précis pour les restaurants parce que globalement, on n'a pas d'invendus. D'accord. Dans un restaurant traditionnel, on peut pas dire qu'il y a un invendu puisqu'on cuisine à la commande. Donc les invendus, on prépare pas des choses en avance et on attend les gens. Ça marche très bien dans les invendus de sandwicherie, surtout de viennoiserie, ou dans le groupe Accor, ils ont un accord justement avec le groupe Accor sur les petits déjeuners parce qu'évidemment il y a des petits croissants, des viennoiseries, ils leur font des lots. Ça marche sur mais il y a quand même un problème à mon avis qui est plutôt que les aliments ont quand même, quand ils sont déjà préparés en avance, ont une durée de vie assez courte. Donc vendre une salade, même si on la vend 1 euro, vaut mieux la vendre. Si elle est encore présentable, mangeable, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas. Moi, je voulais plutôt mettre en place justement tout ce qu'on aurait pu cuisiner avec nos parures de légumes, de faire des soupes, faire des mousses. Enfin, on peut faire plein de choses et passer par cette application pour vendre ça. Bon, ça c'est pas vraiment fait, mais c'était plutôt l'idée. Okay. Mais c'est une très bonne idée puisque ça marche. C'est quelque chose que vous avez en tête, quoi. En tout cas. Oui. Enfin, avec ou sans eux, mais en tout cas, c'est une réflexion que vous avez. Moi, je voudrais bien monter un jour un restaurant en récupérant tout ce qui est jeté inutilement et faire à manger aux gens pour 2 ou 3 euros. Parce qu'on peut le faire aujourd'hui, ça coûte rien à l'achat. C'est comme vous déposez vos articles aux Emmaüs et vous leur donnez et eux ils les revendent. Ouais, tout à fait. Moi, si on me les donne, des restaurants à 1 euro, ça existe. Parce que je trouve ça totalement insupportable d'avoir d'un côté des gens qui n'ont pas à manger et d'autre côté, ce qu'on jette à la poubelle, c'est insupportable. Et du coup, ce projet-là... peut-être qu'il verra le jour. Il y a des restaurants qui marchent bien. Qui marchent bien au Brésil. Mon frère est installé là-bas. Il s'appelle des restaurants au kilo. Ouais. Donc vous avez une sorte de cafétéria. Vous faites votre assiette et puis après vous mettez votre assiette sur la balance. Et mon frère s'aperçoit que on mange moins, on en met moins dans l'assiette. Parce que souvent, par exemple, si vous allez dans des cafétérias de marques connues en France, genre Flunch ou d'autres cafétérias, les gens on leur donne déjà des petites assiettes. Donc déjà, commercialement, c'est la technique, on met une petite assiette. Et comme vous êtes à volonté, vous avez tendance à en mettre un gros paquet dedans, sauf que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Et là, il y a du gaspillage, c'est clair. Si vous passez l'assiette à la balance et que vous allez voir que vous allez avoir jeté quelques euros parce que vous avez été un peu trop gourmand dans l'assiette, les gens, c'est une façon de lutter contre le gaspillage et de ne pas remplir les assiettes inutilement. Donc ces restaurants marchent beaucoup au Brésil. Ça s'appelle les restaurants au kilo. D'accord. Et alors c'est frais, c'est fait maison, très bonne cuisine, il y a aucun problème. Mais les gens, il y a des prix quand il y a de la viande, il y a un prix que quand il y a des légumes que des fruits. Donc il y a 3 prix et c'est au kilo, voilà. Point. Okay. Et je trouve que ça c'est une très bonne démarche parce qu'au moins on mange ce qu'on a envie, on n'a pas toujours le même appétit, et puis ainsi de suite. Donc je trouve que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et puis on peut prioriser à la qualité, à la quantité, quoi. C'est ce qu'il faut toujours faire. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut réapprendre, c'est la qualité à la quantité. L'être humain n'est pas. Alors, les gens sont sortis de la guerre, il fallait manger de la viande, il n'y en avait pas, donc forcément on va manger de la viande. Là, aujourd'hui, on mange trop de viande. On mange beaucoup trop de viande et de la pas bonne. Donc, est-ce l'être humain est fait pour manger de la viande tous les jours? Je crois pas. En manger 1 ou 2 fois du bœuf par semaine, c'est souvent très très bien, mais choisissez de la qualité, des animaux qui ont été élevés correctement, qui ont mangé de l'herbe, parce que c'est quand même principalement sa fonction, c'est une usine à manger de l'herbe. Et quand on commence à acheter des aliments pour nourrir d'autres aliments, ça aussi, c'est quand même du gaspillage, parce que ça oblige à produire tout un tas de produits pour nourrir des vaches ou des volailles, vaut mieux manger peu de viande,
Respecter les saisons quand c'est les poissons, les saisons de pêche, parce qu'il y a des poissons qu'il faut pas manger à certaines périodes. Il faut se calmer sur les sushis qui tuent beaucoup trop de thon. Et on vide les océans par plein de raisons, et surtout parce qu'on veut toujours manger. Aujourd'hui, quand on a envie de quelque chose, c'est facile à trouver. C'est-à-dire, on a envie de manger des fraises au mois de décembre, on va trouver des fraises au mois de décembre, c'est sûr. Seulement, c'est pas la saison, quoi. C'est tellement agréable d'attendre la saison des fraises ou d'attendre la saison des poires, des pommes, plutôt que ou des tomates, ce qui est quand même le truc le pire qui existe, c'est comme la tomate. La tomate, c'est un fruit d'été, c'est pas un fruit d'hiver. C'est un fruit, Donc la tomate, elle a besoin de voir le soleil, elle a besoin de pousser normalement, et les tomates, c'est, on va dire, au mieux le printemps, et c'est pas sûr, mais c'est surtout fin de saison. C'est-à-dire que là où les gens en mangent, elles sont en train de mûrir normalement. Mais du coup, ce côté, alors aussi bien sur vos clients qui viennent et en fait qui mangent une compote à base de pépins ou de trognons de pommes, ou ceux qui viennent et qui, je suppose que s'ils viennent ici et que sur le menu il y a du cassoulet, du foie gras, ils s'attendent pas à manger de l'ananas ou des fraises. Non. L'ananas a des saisons, c'est pareil. Oui, mais du coup, finalement, alors comment eux réagissent face à cette approche? Pour eux, je suppose que ça reste de la qualité, peu importe comment a été, à partir de quoi a été cuisinée la compote, que ce soit la chair ou que ce soit les pépins, ça leur va. Ouais. Donc ça déjà pour eux, ils voient pas ils voient une compote, du moment qu'ils aient une compote dans la bouche, voilà. Qu'ils ressentent une compote dans la bouche, ils se fichent complètement de savoir comment je l'ai faite. Ouais. Ils peuvent très bien même penser que je l'ai achetée toute faite. Okay. Voilà, je sais pas si aujourd'hui la qualité gustative des gens. Alors, on est dans un monde où on prend des photos, on donne des avis énormément sur les restaurants, et je ne sais pas si les 3/4 des gens ont la qualité et la connaissance pour donner un avis sérieux. Alors, ils ont souvent des avis sur les prix, parce que c'est toujours notre problème chez nous, c'est cher, c'est pas cher. C'est cher quand c'est pas bon, même à 10 €, c'est cher. Mais ça peut être, quand c'est bon, on se fout de combien on a payé normalement. Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique. Si j'ai mal mangé, j'ai mal mangé. Effectivement, c'est cher parce que c'était pas bon. Donc, on est dans un métier où les gens, par exemple, moi, j'essaye de faire beaucoup de produits bio en légumes, en laitage, ce que je peux trouver. Enfin, il y a beaucoup de choses maintenant. Mais c'est pas la préoccupation du consommateur. Aujourd'hui, la préoccupation du consommateur, c'est de savoir quand il met les pieds dans un restaurant indépendant, est-ce qu'il va y trouver une cuisine 100% fait maison? Et maintenant, est-ce qu'il a les qualités gustatives pour détecter que... Alors après, on va jouer sur la réputation, c'est-à-dire on est là, de s'installer depuis longtemps, on a une réputation, il y a les guides qui peuvent nous aider. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les TripAdvisor et tous les sites qui existent. Donc, votre réputation, elle se fait comme ça. Donc les gens, j'espère qu'ils ont confiance en moi. Est-ce qu'ils me posent des questions sur tout ça? Non, jamais. Et est-ce que ils ont confiance. Ouais, ils ont confiance, et surtout, moi je me pose la question et c'est souvent ce qu'on dit. Bon, là on est sur la cuisine et l'alimentation, mais ce serait le cas aussi sur des t-shirts. Un t-shirt qui est fait à partir de matériaux recyclés. Si c'est un beau t-shirt ou si c'est un t-shirt chaud, ou qui répond aux fonctions qu'on attend de lui, on ne regardera pas d'où il vient, quoi. Donc je suppose que c'est Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rouleau compresseur qui s'appelle la publicité. Bon, quand vous avez, par exemple, vous ouvrez un restaurant de restauration de chaîne XY, on sait ce qu'ils y font comme cuisine. C'est pas du 100% fait maison, et peut-être même pas du 50%. Mais il y a une enseigne et il y a tout de suite des clients. Vous, quand vous faites du 100% fait maison, vous faites votre cuisine, vous avez un temps d'observation du consommateur qui prend plus ou moins de temps. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on disait qu'il faut 10 ans pour se faire reconnaître. 10 ans, c'est long. Aujourd'hui, ça va peut-être plus vite. Enfin, ça va plus vite et moins vite parce que ça dépend ce que les gens écrivent, parce qu'il y a les mécontents vraiment, et puis il y a ceux qui ont envie simplement de vous embêter. Donc, on voit bien que le consommateur, bizarrement, il est rassuré par une enseigne nationale et il est sceptique sur un indépendant et sur un artisan. C'est un peu curieux comme fonction. Ouais. Et ça, derrière, finalement, si vous faites une belle publicité, alors, en plus, majoritairement, sont souvent assez mensongères. Il y a un argument que je réfute et qui m'agace profondément, c'est quand on dit ce produit est français. Oui, certes, il est français, mais ça ne veut pas dire qu'il est de qualité.
Donc, un steak haché français, oui, mais de quelle viande? Et comment le bovin a été nourri, ça, on ne sait pas. Mais c'est français. Et on confond qualité et français. Et je vois même en ce moment une pub sur une soupe. C'est fait en Alsace. Très bien. C'est mieux que ça soit fait en Alsace qu'au fin fond d'un pays d'Amérique du Sud. Hein. Je sais, c'est bien sûr au niveau écologique. Mais est-ce que l'Alsace, ça donne une qualité? Non, il faudrait savoir si le produit est bio. Oui, ça, c'est une qualité. Mais qu'il soit français et bio, c'est encore mieux. Qu'il soit français, bio et de proximité, c'est 10 fois mieux. Mais on utilise des arguments. Acheter français, consommer français. Il y a la marque de fast-food américaine qui fait des pubs terribles en disant voilà, la salade elle est française, les pommes de terre sont françaises, tout est français. Oui, mais c'est vous qui avez fait le cahier des charges. C'est vous qui avez exigé tel type de pommes de terre qui consomment beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. C'est vous qui avez fait le cahier des charges des steaks hachés, et ainsi de suite. Et bizarrement, les gens ils foncent dedans quoi, sans se poser beaucoup de questions. Mais il y a une image, il y a une marque, il y a un goût standardisé, qui est souvent basé sur le sucre. Et à partir de là, les gens foncent. Vous êtes un professionnel cuisinier, vous défendez un terroir, vous défendez une cuisine 100% fait maison. Les gens vous mettent en observation pendant la période qu'ils veulent bien vous mettre. Et donc, vous ouvrez votre restaurant, vous savez jamais comment vous allez faire de clients. Et c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on cherche qualité. Et les gens, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent dans un restaurant, c'est le 100% fait maison. D'être sûr que ce qu'on va manger est fait maison. Et du coup, ça voudrait dire que si on en revient à la question du zéro gâchis ou du zéro déchet ou de l'utilisation de 100% des ressources, ça ne peut fonctionner que si on est sur du fait maison, en tout cas au sens... Absolument. Voilà. Si on travaille, si on fait et si on est impliqué dans le gaspillage alimentaire, donc dans la cuisine, c'est qu'on fait du 100% fait maison. On ne peut pas faire du 100% fait maison si on a acheté les produits finis, c'est impossible. C'est une autre démarche, hein. Moi je la conteste pas, hein. Mais il faut que le client sache où il met les pieds et ce qu'il y mange. Non, mais inversement, peut-être que aujourd'hui, ces grosses enseignes qui vont s'approvisionner, ou même si on achète des pommes de terre congelées toutes faites, le fabricant en amont pourrait tout à fait mettre en place cette notion de zéro déchet pour vendre du coup... peut-être pas des pelures de pommes. Alors, voilà. Est-ce que c'est un argument de vente? La question, est-ce que c'est un argument de vente un argument pour le consommateur de savoir si vous pratiquez une bonne pratique culinaire dans votre cuisine, c'est-à-dire vous évitez de gaspiller? Là, franchement, j'ai jamais de questions là-dessus. C'est plus une éthique personnelle. Hein. C'est une façon de faire personnelle. C'est de respecter son produit, d'avoir envie de faire quelque chose avec les parures de ceci ou de cela, parce que voilà, ça forme le cuisinier. Un cuisinier, c'est pas uniquement enquiller des recettes, lire des recettes et les reproduire. Hein. Il faut que le cuisinier, il ait un peu d'imagination et qu'il se creuse un peu la tête, qu'il se retourne un peu les manches et puis savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça. Mais par contre, là, on peut lui expliquer qu'économiquement, c'est plus intéressant quand même que de le faire. Parce que forcément, si vous jetez moins, donc forcément, vous gaspillez moins, donc vous avez moins d'argent qui partent à la poubelle. Donc, il y a que l'argument économique qui peut stimuler vraiment des jeunes cuisiniers qui comprennent peut-être pas cette démarche du gaspillage en disant vos pluchures de pommes, qu'est-ce qu'on va s'embêter à les cuisiner? Voilà, j'ai ma tarte aux pommes, je fais comme d'habitude, je change pas. Oui, mais plutôt que d'acheter une boîte de compote de pommes pas terrible, il va pouvoir faire une compote de pommes vachement meilleure. Parce que s'il achetait des pommes bio, pourquoi il va faire une compote bio, hein. Voilà, il suffit de mettre du sucre bio dedans, puis c'est terminé. Une compote, c'est hyper facile à faire. Donc, il va éviter d'acheter une tine ou une boîte de compote parce que c'est facile. Alors, c'est sûr qu'on est dans un monde où il faut faire les choses assez facilement, il faut pas trop s'embêter, machin truc. Mais ça prend très peu de temps à faire une compote de pommes. Hein. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et pas plus. Hein. Puis pendant que ça cuit, vous faites autre chose, quoi. Donc c'est notre génération doit expliquer à ces jeunes cuisiniers que c'est pas que des recettes la cuisine, quoi. Et est-ce que vous pensez que ce modèle-là, il pourrait être appliqué à d'autres? Parce que du coup, moi, la cuisine, à part chez moi, c'est pas mon milieu. Mon oncle est cuisinier, mais moi, je travaille plutôt avec du coup des industriels, avec des entreprises aussi bien dans la cosmétique que dans le bâtiment. Mais selon moi, cette notion d'anti-gaspi, elle peut tout à fait être aussi appliquée à leur expertise. Vous, votre expertise, ça va être transformer ces produits les dans la utiliser au cuisine. maximum. Voilà. Donc, est-ce que cette approche-là peut être
appliqué et étendu à d'autres secteurs pour vous? Dans un restaurant, il y a le côté alimentaire. Il y a, vous avez, par exemple, après dans la consommation du client, vous avez le vin. Bon, pendant très longtemps, le client prenait une bouteille de vin. Culturellement, les Français n'emmenaient pas de doggy bag, n'emmenaient pas de bouteille. Bon. Et puis un jour, ça s'est un peu réveillé. Le client prend une bouteille, il en boit que la moitié. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, en tant que cuisinier, cette bouteille n'étant été consommée par personne, je parle pas du tout du verre, hein, je parle uniquement de ce qu'il y a dans la bouteille, bien sûr. Ce vin-là, vous allez vous en servir éventuellement soit pour vendre au verre, soit pour faire de la cuisine, éventuellement. Bon, mais il y avait aussi le client, mais pourquoi il en rapporterait pas la bouteille? Parce que finalement, pour plein de raisons, il va pas la finir. Déjà pour pas avoir de problème sur la route, s'il est loin. Et puis une bonne bouteille qui vaut un certain prix, c'est quand même un peu dommage de la laisser là. Donc maintenant, ça c'est une pratique qui se fait couramment. Le Français avait beaucoup d'idées, mais il mettait pas trop en pratique ce genre de choses. Donc la bouteille de vin, il la ramène. Donc il y a ça. Ensuite, dans un restaurant, il faut faire attention à l'eau, au gaz, à l'électricité. Faut éviter de laver la cuisine au jet parce que c'est amusant. Les gamins, ça les amuse, c'est comme un Karcher. Alors moi, quand j'étais apprenti, on lavait avec un seau, une lavette, et on consommait beaucoup moins d'eau. Et bizarrement, c'était des fois même plus propre. Alors on va pas revenir au Moyen-Âge, mais on s'aperçoit que le robinet qui coule à flot, on pense pas que ça va très très vite. Les litres débitent très très vite. L'éclairage, c'est pareil, on est passé tous au LED. Parce qu'évidemment, ça consomme beaucoup moins. Mais bizarrement, ça consomme moins, mais je paye à peu près pareil. Donc heureusement que j'ai mis au lait, parce que si on avait laissé les autres, on paierait peut-être le double. Je veux dire, voilà, un restaurant, c'est la gestion globale du gaspillage. Et les deux grosses parties, c'est l'eau, le gaz et l'électricité. Donc il faut évidemment, quand il n'y a pas de clients, il faut couper les gaz assez rapidement, ou s'il y a peu de clients, ou si on n'a plus besoin de tel four, il faut l'éteindre. Enfin, il y a du matériel aussi qui s'est adapté aussi à ces situations-là. Des fours qui montent très vite en température, en 2-3 minutes, c'est bon, ils sont en température. Donc le matériel s'est adapté aussi un petit peu à ça, parce qu'avant, les cuisiniers, ils arrivaient, ils allumaient le piano, ça chauffait toute la journée. Alors quand c'était au bois, au charbon, on mettait du bois et du charbon, mais nous c'est du gaz. Mais on a gardé un peu cette pratique, même aujourd'hui, la tendance, on arrive, on allume le piano, le cuisinier, il a besoin de voir le feu, c'est son truc. La cuisine, c'est cuire, c'est le feu, maîtriser le feu, c'est... comme dit Michel Garard dans son premier bouquin, comment il dit, Dieu a inventé le feu, je crois, et l'homme la cuisine, quoi. Dans le pas de Cro-Magnon, il n'y avait pas de feu, donc c'est vrai que le feu, c'est la cuisine, c'est la maîtrise du feu. Donc on a gardé aujourd'hui en 2019 le fait d'allumer le piano, d'allumer la plaque qui chauffe, voilà. Mais ça consomme. Donc c'est le gaspillage alimentaire. Il y a le gaspillage alimentaire et puis il y a le gaspillage dans un restaurant. Là, on a fait un partenariat Alumi sur les hôtels où ils récupèrent des savons, par exemple, qui sont reconditionnés. D'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des hôtels qu'on fait un partenariat avec une structure existante. Voilà, avec une structure existante qui récupère tous les savons usagés et qui les nettoie, les rendent hygiéniquement utilisables et puis les reconditionne, ils les remoulent et ainsi de suite. Parce qu'ils se sont aperçus, effectivement... c'est pareil. Bon, les gens maintenant dans les hôtels, ça fait chic d'avoir le savon de l'hôtel, le shampoing de l'hôtel, la brosse à dents de l'hôtel, alors que peut-être avant les gens arrivaient déjà avec tout ça. Donc comme ça faisait chic, on a créé tout un tas de petites boîtes, de petits machins, de petits savons. Donc vous lavez 2 fois les mains, il vous reste la moitié ou voire les 3/4 du savon. Donc à un moment donné, on s'est dit tiens, et donc une société a récupéré. On crée tellement de déchets que des sociétés se sont créées pour récupérer et réutiliser des déchets. Les pneus, les ordinateurs, sachant en plus là, il y a un côté économique parce qu'il y a plein de métaux intéressants à l'intérieur. Donc, mais de toute façon, dès qu'il y a un intérêt économique, ça bouge. Faut qu'il y ait un intérêt économique. Après, il y a sa conviction personnelle. Moi, si j'achète des aliments bio, je les vends pas plus cher, mais ça me plaît mieux d'acheter des aliments bio. Parce que je sais que c'est beaucoup plus sain, il n'y a pas de pesticides. Il faut respecter les saisons, bien sûr, parce que des tomates bio de Hollande au mois de décembre, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est comme une démarche, mais c'est une démarche plutôt personnelle. Ça fera pas plus vendre. Le client, on va lui marquer quand même qu'on utilise tel produit bio, machin. Bon, il est content. Mais s'il fallait lui vendre le prix que ça coûte un peu plus cher, il serait pas content. Donc quelque part, c'est toujours le même problème. Les gens veulent manger mieux, mais pas payer plus cher. Et alors ça, c'est pas possible.
Ça, à un moment donné, il faut se comprendre que, comme dit aussi mon ami Périgo Légas, un peu moins d'iPhone et un peu plus de bonne nourriture dans l'assiette, quoi. C'est-à-dire, on dépense beaucoup d'argent pour des choses totalement inutiles. Et comme on disait pendant la semaine du goût aux enfants, notre premier médicament, c'est la nourriture. Et que si on prête pas attention à ce qu'on mange, et on se rend bien compte aujourd'hui, les émissions sont assez alertantes pour dire quand même qu'il y a des pesticides, il y en a partout. Après, il y a des croisements de pesticides dans votre corps, on en retrouve 10, 15 qui se baladent dans votre corps, on ne sait pas les interactions, on se demande pourquoi il y a des développements du cancer et ainsi de suite. C'est dû vraiment à tout ça quand même. Alors le paysan, c'est pareil, on lui a dit vous allez produire plus de blé, plus de ceci, plus de cela, parce que vous vous rendez compte, vous n'avez plus besoin de biner, d'enlever les machins, les mauvaises herbes. Alors maintenant, on se rend compte qu'il y a des mauvaises herbes qui sont utiles. Donc par fainéantise, on a créé une agriculture assez perverse. Et le fait de ne plus vouloir biner, de ne plus vouloir enlever les mauvaises herbes, on arrose de Roundup. C'est fastoche, et on pensait que ça ferait rien à personne. Sauf que, évidemment, on se rend compte quand même que c'est quand même pas très bon à l'organisme. Et pour ceux qui... Parce que souvent, quand vous dites manger mieux, etc., ou manger bio, vous vendez pas les aliments plus chers. En l'occurrence, l'argument qu'on entend souvent, et entre autres de la part des ménages, c'est « Ah bah oui, mais moi, bien manger, ça me coûte plus cher ». Donc, on est d'accord sur moins d'iPhone. Ils seront mieux, ils sont en meilleure santé. Mais c'est de nouveau leur dire l'argument économique n'est pas un bon argument. Est un bon argument, on va dire, dans l'aspect économique, mais par contre, amené comme ça, il ne l'est pas, quoi. Vous voyez des gens qui vont se battre pour acheter un pot de Nutella, et quand vous savez comment est fait un pot de Nutella, vous dites quand même c'est triste, parce que être aussi fou pour aller se battre pour acheter un pot de Nutella bradé, je me vois pas en train d'aller acheter ça. Je préfère éventuellement le faire. Ça vous coûtera moins cher et puis ce sera meilleur pour moins cher en tout cas sur le long terme, quoi. Évidemment que ça prend du temps. Mais mais ma mère, elle travaillait aussi, elle faisait à manger. Ça changeait pas les problèmes. Ils étaient blanchisseurs, donc ils avaient du boulot. Et elle faisait par exemple un truc tout bête. Elle cuisait pour cuire des pâtes, même en bossant. C'est vachement fastoche. Je vous donnais la tuyau. Ma mère faisait bouillir l'eau, elle mettait les pâtes dedans, elle mettait un torchon par-dessus, un couvercle, elle éteignait le gaz. Et le temps qu'elle aille continuer à travailler à la blanchisserie, elle revenait, les pâtes, elles étaient cuites. Et le torchon, il sert à... le torchon, il servait à faire étanchéité. Et la vapeur de l'eau et la chaleur de l'eau suffisait à cuire les pâtes. Elle le mettait peut-être 20 minutes avant, ou 30 minutes avant. D'accord. Plutôt que d'être là, c'est une économie. Plutôt que de faire bouillir l'eau avec les pâtes et donc consommer du gaz ou de l'électricité, vous avez un truc économique de cuire des pâtes en 20 minutes uniquement en les plongeant dans l'eau bouillante avec un torchon et un couvercle par-dessus. Donc elle travaillait. On mangeait des frites une fois par semaine, donc il fallait les couper à la main. Donc, mais c'était un régal. Mais on n'en mangeait qu'une fois, on se gavait pas de frites toute la semaine, quoi. Ça servait à ça. Alors, évidemment, je vais faire un peu ancien combattant avec tout ça, peut-être. Mais la cuisine, ça prend du temps, ça c'est clair. Alors, achetez pas des belles cuisines pour rien y faire. Achetez des belles cuisines pour faire de la cuisine. Parce que si c'est uniquement pour faire une pièce super sympa, c'est sûr que dès que vous avez commencé à faire de la cuisine, ça a commencé à avoir un peu de gras, un peu de ci, un peu de là. Mais ça prend un peu de temps, c'est sûr. Maintenant, calculez le temps que vous consacrez sur un iPhone, une iPad ou un écran de télé, et regardez le temps si c'est pour rentrer à la maison, manger un steak haché surgelé, des coquillettes et du ketchup. Ce que d'ailleurs les parents demandent dans les restaurants à leurs enfants, ce qui est inadmissible, on dirait qu'ils donnent à manger aux chiens, quoi. C'est impossible. J'ai une amie, moi, qui me dit souvent, je juge la qualité d'un restaurant au menu pour enfants. Chez moi, il mange ce qu'il veut. Ouais, et elle me dit, alors soit c'est qu'il n'y en a pas, soit c'est que souvent c'est la même chose mais en plus petite quantité. Mais parce que les parents veulent bien payer un repas aux enfants, mais à condition qu'ils soient sûrs qu'ils le mangent. Ouais. Et donc, comme ils savent ce que les enfants aiment, il faut à un moment donné les forcer un peu de temps en temps à goûter des trucs. Moi, je me suis toujours forcé à manger les endives de ma grand-mère cuites. Pourtant, il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Ouais, moi je trouve ça dégueulasse. Mais une bonne endive au jambon bien faite. Et comme ma grand-mère, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il fallait retirer un endroit de l'endive et qu'elle ne savait pas ça. Elle cuisait les endives à l'eau. Ouais. Bon, et on sait que si on retire une partie du trognon à l'intérieur du trognon, on retire l'amertume. Et en plus, si on y rajoute du citron, on va tuer l'amertume et ainsi de suite. Donc ça, je savais pas. Donc je mangeais vraiment les endives les plus hardes possibles. Mais c'est marrant, ça m'attirait. C'est un plat, je voyais ma grand-mère manger ça avec appétit. Et j'en mangeais toujours un petit peu. Bon, je faisais la grise mine. C'est vrai que le amer est compliqué. Mais comme la cuisine industrielle est basée sur le sucre, il y a du sucre partout.
dans le jambon, dans le fromage, dans le pain. Il y a du sucre camouflé partout. Pourquoi les gens ont des problèmes? Parce qu'on ne mange pas un morceau de sucre, on mange des dizaines de morceaux de sucre. Et je parle même pas d'un verre de coca ou de soda de ce genre-là. Donc, il y a une quantité... Le sucre, ça camoufle la médiocrité. Ça, c'est simple. C'est du sucre, vous mangez n'importe quoi. Par contre, le amer, c'est plus subtil. Et donc, le amer peut être contré par l'acide. Et si on contre le amer avec le acide, c'est intéressant. Quand on faisait la semaine du goût, c'est sûr que c'était le sucré, le amer, le acide et le salé. Bon, alors, tout ça, ils savent. Le amer, ils le connaissaient pas, en fait. Il suffit de manger un pamplemousse, si vous avez compris ce que c'est amer. Donc, on a des pamplemousses rousses qui sont moins hardes. Moi, à l'époque, à mon époque, on mangeait des pamplemousses que blancs. Donc, fallait mettre un peu de sucre dessus parce que quand on est gamin, c'est quand même chaud. Les endives. Donc, il faut apprendre aux enfants à goûter autre chose que du sucre. Et donc, dans mon restaurant, même chez moi, c'est impossible de faire manger, de convaincre les parents à ce qu'ils prennent quelque chose. Ils ont tellement peur que le gamin ou la gamine dise « j'en veux pas, c'est pas bon ». Bon, bah alors on essaie, on n'a pas de nuggets, on n'a pas de steak haché, on a de la purée de pommes de terre bio. Là, on s'aperçoit quand même que quand ils le mangent, la peur du risque. C'est pas non, mais les gamins ont tous majoritairement la même réflexion en disant à la maman, dis donc, c'est pas la même qu'à la maison, c'est là, elle est vachement bonne. Évidemment, ils mangent que de la mousseline. Alors que faire une purée, c'est hyper simple. Même, vous voyez, les gens, ils pourraient même pour pas prendre trop de temps à la cuisine, ils pourraient se faire ce que faisait ma mère. Par exemple, vous faites de la purée, vous faites des petites portions de purée dans des bacs à glaçons, puis vous la congelez. Et quand vous avez besoin de purée, vous avez des glaçons de purée, vous mettez au micro-ondes, puis vous avez une bonne purée. Pourquoi aller acheter une purée déshydratée qui est pas terrible, avec tout un tas d'ingrédients dedans qui sont pas terribles? Donc on peut faire de la cuisine en amont, la congeler proprement, et puis on se retrouve faire de la soupe. Par exemple, vous faites de la soupe, vous prenez un bac à glaçons, vous remplissez votre bac à glaçons dessous, vous avez des cubes de glaçons, et vous pouvez faire à manger. Vous faites une soupe plutôt que d'acheter une soupe en boîte. Vous faites votre propre soupe. Et au moins, vous savez ce que vous avez mis dedans. C'est quand même important. Et puis, pour revenir à cette question du menu pour enfants, je pense que les parents, c'est aussi cette peur du risque. Oui. C'est pour ça que je disais ça. Oui, ils ont peur de se gâcher la soirée avec le gamin qui va pas être content, qui va faire la tête. Ils vont lui coller l'iPhone dans le nez et puis il va essayer de nous laisser tranquille, quoi. On sent. Moi, quand on allait au restaurant, évidemment, comme j'ai une maman qui cuisinait beaucoup, donc forcément aller au restaurant, c'était nouveau pour nous parce qu'on mangeait des choses que ma mère éventuellement savait pas faire, ce qui était rare. Mais au moins, on avait le service, on avait tout le décorum qui allait avec. Donc c'était un moment de fête. C'est souvent pendant les vacances d'ailleurs. Et on allait au restaurant, mais il n'y avait pas de menu enfant. Là aujourd'hui, vous avez le menu enfant, c'est quoi? C'est le menu de chez McDo. Hein. C'est les nuggets, les frites. Et si c'était encore des frites maison, si c'était des nuggets fait maison, je dis pas. Si c'était du ketchup fait maison, je dis pas. Mais là, on leur donne vraiment ce qu'on est incapable de vendre à nos clients. On va donner un menu spécial à des enfants. Donc, on les fait venir chez nous pour leur faire découvrir quelque chose, normalement. Et finalement, on leur donne la même bouffe. Donc, ça revient quand même. C'est pas joli comme image, mais on donne à manger aux chiens, quoi. Oui, j'allais dire, c'est vraiment... On donne des croquettes. On donne des croquettes. Ah, non, les parents vont prendre du foie gras, du cassoulet, du confit. Et le gamin, il va aller manger des nouilles avec des nuggets ou du steak haché et du ketchup industriel. On se dit, mais merde, on est tombé sur la tête, quoi. Si vous prenez la peine de les emmener chez nous, que nous, on prend la peine de faire un menu à 16 €, un plat, n'importe lequel. S'il veut manger une tranche de foie gras, il peut la manger, je m'en fous. Du moment que le gamin, il goûte quelque chose. Il y a quelques parents, très rarement, qui ont des enfants qui mangent, ils ont appris à manger. Donc ils vont prendre du cassoulet, ils vont prendre des plats, et ils le demandent, et ils sont contents. Donc à un moment donné, dans la vie, il faut forcer un petit peu, comme l'éducation du goût, c'est quand même très important. Maintenant, si on donne à manger ce qu'ils ont vraiment envie de manger, c'est épouvantable. Et après, quelle formation ils ont? Ils en ont aucune. Et donc ils vont aller dans les restaurants, qui vont reproduire ce qu'ils ont mangé quand ils étaient petits. Donc la fameuse publicité qui dit « la cuisine de mamie machin », c'est faux. Tout ça est faux, ou la brioche d'une marque connue, là je la dis pas parce que j'aurais pas le droit, mais la brioche d'une marque connue où vous mettez derrière un gars habillé en chef comme moi et qui dit que cette brioche elle est meilleure que la sienne. On est tombé sur la tête, mais c'est la pub. Et du coup, tout le monde pourrait s'improviser. Parce que, imaginons, je n'ai pas de créativité, je suis très mauvais cuisinier. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment être très mauvais cuisinier. Est-ce que ça existe? Oui, il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Effectivement, si on n'aime pas du tout ça. Ouais. Mais du coup, je suis à la maison. Moi, je n'ai pas d'autre solution qu'aller m'acheter de la nourriture industrielle, quoi.
Oui, bien sûr. C'est fait pour ça aussi, oui. C'est sûr que moi, je dis pas que de temps en temps, des coquillettes au ketchup, ça me change un petit peu, quoi. Parce qu'évidemment, comme je mange que des choses bonnes, de temps en temps, ça change un peu. Mais oui, bien sûr. Moi, je critique pas. Je dis simplement, faut prendre conscience de ce qu'on mange. Simplement. Et après, c'est éventuellement aussi ne pas hésiter à. Enfin, moi, je pense que c'est pas réservé qu'aux seuls grands cuisiniers et c'est pas réservé. Non, qu'aux faut seuls surtout créatifs. pas que ça soit élitiste. Voilà, c'est ça. Surtout pas élitiste, c'est la catastrophe. L'élitisme dans la cuisine, c'est bien et pas bien. Oui, ça donne une image à l'international de grands chefs étoilés. Bon, c'est très bien. Mais derrière les grands chefs étoilés, il faut surtout pas négliger ceux qui se donnent la peine de cuisiner. Le routier qui fait à manger aux gars sur la route, il faut qu'il continue à faire à manger. Ça, c'est plus important de savoir si l'autre, il a une étoile. Surtout que maintenant, les étoiles, c'est très compliqué dans l'assiette, extrêmement compliqué à savoir ce qu'on mange. Bocuse avait des étoiles avec des plats reconnaissables. Les plats d'aujourd'hui à étoiler, moi, franchement, des fois, c'est quand même hyper compliqué. D'ailleurs, les chefs, ils commencent à travailler avec des pinces à épiler, donc ça commence à être dangereux, parce qu'on n'est pas loin de la chimie. Non, mais voilà, moi j'en ai mangé un il y a pas très longtemps, et à chaque fois, il fallait reprendre la carte pour savoir ce que je mangeais. Ouais. Et je ne trouvais rien. Ouais. Rien du tout, à part Saint-Jacques, je savais ce que c'était. Il y avait de l'artichaut, je savais ce que c'était, mais en purée, ça c'est bien. Mais alors le reste, et le plat était une horreur pas possible. Donc pour avoir des étoiles, ils se mettent à faire des plats totalement élitistes à un point. On est sur un tableau abstrait, quoi. La Joconde, on la reconnaît, les autres, des fois, on reconnaît pas. Donc la cuisine, c'est pareil. Il faut mettre en valeur ceux qui font à manger quotidiennement et qui le font très très bien et qui se donnent la peine de faire un plat du jour. Il faut aller dans des restaurants où les cartes sont courtes. C'est une garantie que c'est du fait maison. 4-5 entrées, 4-5 plats, 4-5 desserts maximum. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire sérieusement. Si on commence à avoir le même jour choucroute, cassoulet, blanquette, daube, c'est pas possible. C'est des sachets. On peut pas faire ça. C'est impossible techniquement et humainement, c'est impossible de gérer. Donc il faut que les gens aient des repères. Et puis chez eux, se faire des choses simples, se faire des purées, se faire des soupes toutes bêtes. On peut manger de la soupe. Ça prend... Je veux dire, une soupe poireaux pommes de terre, il n'y a jamais, en industriel, il n'y a jamais le goût du fait maison. Jamais. J'ai goûté tout, moi je suis curieux de tout, donc je goûte tout. J'ai toujours espoir qu'un jour, l'industriel fasse quelque chose de très bon. Mais l'industriel, il est confronté à l'hygiène. Vous prenez un produit au supermarché, il doit être comme indestructible en termes de bactéries jusqu'à chez vous. Comme vous faites une rupture de la chaîne du froid, ce qui nous est absolument pas autorisé à nous, heureusement d'ailleurs, mais vous achetez une viande au boucher au supermarché, elle passe dans le caddie, rupture de la chaîne du froid, elle passe dans le coffre de la voiture, rupture de la chaîne du froid, et c'est le pot de rillette. Le pot de rillette, si vous achetez une rillette artisanale chez un artisan, vous pouvez la trimballer dans la voiture, elle n'a pas grand risque parce que lui, il a fait vraiment son boulot. Ouais. Or, l'industriel, il a voulu tellement gagner d'argent qu'il n'a pas chauffé suffisamment la rillette pour que les bactéries toutes soient tuées. C'est le problème de la vache folle où on a donné aux animaux de la poudre animale, très bien, pour qu'elle fasse beaucoup de lait, très bien, si on veut. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, moins on va la chauffer, plus il va y avoir de protéines et plus elle va faire de lait, la vache. Sauf que, problème, c'est qu'il y a une bactérie qui est pas morte. Et donc, vache folle. Donc, pour le gain, pour le profit, on est prêt à faire des grosses bêtises dans l'industrie, et ça, c'est insupportable. Parce que l'industrie pourrait nourrir les gens sainement, ils ont les moyens de le faire, sauf qu'il faut à un moment donné se rendre compte que un aliment, ça s'abîme, ça se périme, et donc de ce fait, quand vous le transportez dans la voiture, vous coupez la chaîne du froid, il faut mettre donc des ingrédients à l'intérieur pour éviter que ces bactéries se développent. Et puis c'est surtout que... Il faut faire les courses tous les jours pour les produits frais. Et puis vous parlez l'industrie est prête à faire des grosses erreurs pour des questions juste de viabilité et de profitabilité, mais en fait si on en revient au tout début de notre échange où vous disiez bah voilà moi je mets moins d'argent dans mes poubelles plus dans mes assiettes, en fait s'ils considéraient davantage cette notion de gaspillage, etc., pour en faire des choses bien, plutôt qu'aller dans le seul produit qui va être le lait ou le seul produit qui va être la chair de telle viande ou autre, et d'aller regarder plus globalement, en fait, les gains, ils seraient ailleurs, quoi. Et on n'en viendrait pas à des questions sanitaires. Oui, mais la création du supermarché a créé tout un tas de problèmes, évidemment. Bon, c'est bien pour acheter peut-être des lessives, comme on dit toujours, des choses utiles comme ça, bon, mais même aujourd'hui, on se rend bien compte d'avoir vidé les centres-villes des petits commerces de proximité. C'est aujourd'hui une manière écologique de faire ses courses.
Alors évidemment, tout ça, c'est des contraintes. Bien sûr, aujourd'hui, c'est considéré comme des contraintes. Quand j'étais gamin, c'était pas des contraintes. On faisait les courses tous les jours, quoi. Alors après, évidemment, il y a l'arrivée des supermarchés, ça a un intérêt pour certaines choses. Mais quand je vois des gens acheter une baguette en supermarché, moi, je préfère aller chez le boulanger, quoi. Se déplacer, prendre la voiture, passer en caisse avec 2 baguettes. Alors on se dit, les gens, ils sont tombés sur la tête. Ils ont bien une boulangerie à côté de chez eux, quand même. Enfin, tout ça pour gagner quoi 1 ou 2 centimes sur le prix de la baguette. Et encore. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup d'avoir pris la voiture quelques kilomètres pour aller chercher une baguette? Enfin, il y a des trucs, ça colle pas. Alors peut-être que ça leur fait plaisir d'aller au supermarché. Hein. Bon, pourquoi pas. Hein. Et maintenant, c'est la vente en ligne qui tue les supermarchés. Donc on va se faire livrer sa baguette bientôt, par la poste. Oui, bien sûr. Et du coup, donc juste au niveau de cette notion de gaspillage, vous évoquiez tout à l'heure le fait d'avoir testé cette compote dont vous parliez. Ouais. Ça veut dire que vous testez en fait en permanence, quoi, des nouvelles choses, vous testez, vous faites évoluer avec des produits. Oui, moi je pense que tous les chefs passionnés sont comme ça. C'est-à-dire, on vit toute la journée. Dès qu'on est réveillé, on vit, on pense et on fait cuisine, quoi. On est tout le temps là-dedans. On est passionné par l'aliment, en général, par tous les aliments, par tout ce qui se fait, par tout ce qui se crée. Et aujourd'hui, c'est quand même encore... c'est une époque formidable où il y a énormément de créations, de nouveautés, de choses qui vous donnent à... Moi, j'ai connu l'arrivée de la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est quoi? C'était moins de gras, moins de cuisson, moins de ci, moins de ça. La cuisine moléculaire, on enlève tout ce qui est soporifique, mais ça a apporté des idées. Par exemple, les cuissons à basse température, tout un tas de choses comme ça qui sont très intéressantes. Il y a toujours une révolution qui amène quelque chose, on en prend ce qu'il y a de mieux, puis on vire le reste, quoi. Mais après, ce qui est génial, c'est que moi, je trouve, vous dites, on est passionné, du coup, voilà, ouais. c'est ce côté expérimentation, ça fait partie de votre vie et de votre métier. Et en fait, moi, quand j'en viens à considérer les déchets, donc plus largement dans d'autres industries, je me dis, c'est peut-être aussi, justement, un manque, qu'on s'est éloigné, en fait, de la source même du travail, de cette passion-là, et que, du coup, les gens n'expérimentent plus, ne testent plus, parce qu'ils y prennent plus plaisir, quoi. Non, mais on va... par exemple, l'arrivée d'Internet, on a commencé. Moi, j'étais un des premiers, sûrement, comme ceux qui étaient déjà sur Internet, à vouloir faire voir mon restaurant. Et c'était les pages jaunes à l'époque, parce que c'était la publicité, c'était les pages jaunes. Hein. Bon, c'était la référence de tout le monde. Et un commercial des pages jaunes me dit, vous êtes un restaurant à risque. Alors pour moi, un risque dans un restaurant, c'est sanitaire. Je vois pas quel autre risque il a de venir manger chez moi. Eh ben si, parce que on vous connaît pas, et donc l'homme d'affaires ou les gens qui veulent venir manger chez vous, vous n'êtes pas une enseigne nationale reconnue, estampillée. On sait que de Lille à Marseille, dans tel restaurant de chaîne, on va y manger la même chose. Il n'y a pas de risque parce qu'on sait où on met les pieds. Vous êtes un restaurant à risque parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver, puisque vous êtes un artisan, vous faites votre cuisine. Et donc, vous êtes pour les gens une découverte et un risque. Comme tous les artisans cuisiniers. Alors évidemment, moi, je ne comprenais pas cette démarche et ça m'a fait tout de suite fait tilt en disant effectivement, Internet, c'est la clé du truc où les gens vont pouvoir voir. Alors maintenant, il y a toutes les dérives d'Internet, mais au début, c'était une visibilité du restaurant et de faire voir les plats qu'on faisait, de qui on était, ainsi de suite. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est que un restaurant connu, d'enseignes connues, on sait ce qu'on va y manger, il n'y a pas de risque, on sait où on va. Enfin, j'espère que les gens savent où ils mettent vraiment les pieds, mais enfin, globalement, ils savent qu'ils vont y manger. Ils adorent manger tel plat, même s'il est industriel, mais ils le connaissent. Bon, voilà. Mais chez nous, il faut toujours prouver que ce que l'on fait, c'est bon, c'est fait maison, c'est ci, c'est là. On est toujours en permanence, même au bout de... Moi, j'ai repris le restaurant en 86, il y a toujours des gens qui arrivent et qui disent « je vais tester votre foie gras ». Ouais, ça fait juste que 40 ans que je le fais. Ouais, vous êtes en et test, que, voilà. Et donc, en limite, on a envie de dire « Mais t'es qui pour venir tester mon foie gras ? Quelles sont tes connaissances pour tester mon foie gras ou mon cassoulet ou ceci, cela ?» Et ça, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est assez insupportable parce que les gens sont méfiants sur l'artisan et la qualité, alors que c'est là justement qu'il y a la qualité et le savoir-faire. Et c'est quand même assez curieux parce que ils sont complètement déconnectés de la réalité. Il vaut mieux être méfiant quand on met les pieds dans l'industrie et moins méfiant quand même chez l'artisan parce que ça donne du baume au cœur pour continuer à travailler comme ça. Parce que si on est toujours sceptique sur un artisan,
c'est quand même un peu dommage. C'est pas normal. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, un artisan n'est pas toujours bon, hein. Il peut très bien se vautrer sur un plat. Mais nous, on a un peu droit à l'erreur quand même. Et du coup, donc peut-être pour le mot de la fin, quels seraient vos mots, vos conseils pour les différents membres de l'UMI, aussi bien restaurateurs que potentiellement dans l'hôtellerie également, autour de cette notion du gaspillage et du déchet au sens large? Le mot, d'une défunt, il peut y avoir plein, c'est se rapprocher le plus possible du fait maison, c'est-à-dire de cuisiner, de reprendre vos bases, de cuisiner, et c'est en cuisinant que vous allez déjà vous faire plaisir. Éthiquement, vous allez être content de faire à manger aux gens, vous allez sûrement faire des erreurs, mais si vous faites pas ça, vous en ferez pas. Et évidemment qu'il est plus facile d'acheter un produit et plus rentable de l'acheter très peu cher et de le revendre assez cher, sans s'être trop cassé le nez. Il faut se réapproprier la cuisine, le fait maison, mettre en avant l'artisanat dans ce métier et faire en sorte que les gens, quand ils viennent chez vous, se disent ce que j'ai mangé là, je l'ai pas mangé ailleurs, parce qu'ils savent pas le faire ailleurs, quoi. Donc vos plats vous appartiennent. Il faut absolument être tout le temps dans cette logique et avant de jeter, de dire qu'est-ce que je pourrais en faire, parce que j'ai la technique pour pouvoir en faire quelque chose et je dois l'appliquer. Et que la poubelle, c'est la solution de facilité, quoi. Et c'est pas rentable. Et vous avez déjà vos prochaines recettes pour la 2e édition Ouais, j'en ai plein. Ouais. On a mis la tarte aux pommes parce que c'était vraiment le 100%. Il y a Thierry qui faisait un truc avec la tomate aussi. Il jette rien. Il utilise les pépins, il utilise la peau, il utilise la chair. Donc il y a 0 déchet aussi. Hein. Oui, moi j'ai le foie gras parce que c'est ma spécialité. Je fais plein de choses avec. Vous voyez, le gras pour faire des desserts, les parures pour faire de la chantilly ou des crèmes brûlées ou toute autre chose. Voilà, donc il y a le poisson, on l'a pas exploité. Donc on va sûrement faire des thématiques. Là, on a l'air de vouloir partir sur le végétal parce que c'est la grande mode du végétal. Donc c'est très bien, qui remplacera sûrement pas les protéines, mais oui, il faut manger moins de viande, donc il faut manger plus de légumes. 6 à 8 par jour, ça me paraît un peu beaucoup. Déjà 3-4, ça serait déjà pas mal. Pas, hein. J'essaye. Hein, c'est des arguments qui sont intenables. Non, manger des légumes, manger des légumes, bien sûr. Manger plus de légumes que de viande, et surtout de viande rouge, faut se calmer sur. Mais enfin, globalement, je me vois pas faire un menu végétarien. Est-ce que ça va apporter des clients? J'en sais rien. Moi, personnellement, oui, je mange beaucoup moins de viande. J'en mange même très peu, d'ailleurs. Je me contente de choses, des œufs. Les œufs, c'est très bon. Les légumes, mais j'adore ça. Le poisson. Mais de temps en temps, on va se taper une bonne entrecôte, Mais on va choisir une bonne, quoi. Il faut être raisonnable en tout et il faut pas d'excès. Arriver au juste milieu, quoi. Pas trop de ci, pas trop de ça, mais pas d'excès, quoi. Ça sert à rien parce que c'est pas bon. Dans tous les sens, même le sport, si on en fait trop, c'est excessif. Pas d'excès, je suis d'accord. Bon super, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, ça m'a ouvert l'appétit. Ouais. Mais c'est l'heure du goûter, donc ça me rassure. Je me dis que c'est pas très grave. En tout cas, félicitations parce que ça fait. Enfin, je pense aussi bien pour les artisans. Quel que soit leur savoir-faire, que pour les cuisiniers, je trouve que c'est une belle manière de valoriser ces métiers-là. Et en plus, de nouveau, moi qui suis pas du tout de ce secteur, ni voilà, ça me donne plein d'idées en fait, et je trouve ça super inspirant d'un point de vue business en fait aussi. En revenir à du bon sens, en revenir à du plaisir, en revenir à de la qualité. Donc non, c'est top. Merci beaucoup. Là, ils ont pris. J'espère que ça fera son petit bout de chemin à l'Uni. Et puis, du coup, j'ai hâte. Alors, déjà, je vais jeter un œil à la première édition que j'ai pas lu. Vous l'avez pas lu? Je vais vous en donner un. Non, j'en ai un. Avec grand plaisir. Et puis, du coup, je pourrai voir la 2e. Et puis, j'espère pouvoir venir manger bientôt ici. Avec plaisir, quand vous voulez. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com. C'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.